Samedi 15 juin 2019, il est 6h30 à Abidjan et partout dans la sous-région ouest-africaine. Bonjour et bienvenue dans ce point d'information sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a raccompagné hier après-midi son homologue portugais à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Marcelo Rebelo de Sousa effectuait dans notre pays une visite d'État de 72 heures. Et je cite, une visite au cachet particulier à notre ambition commune de fédérer nos énergies pour relever les importants défis liés au développement et au bien-être de nos peuples respectifs, selon Alassane Ouattara. Et puis, avant de quitter notre pays, Marcelo Rebelo de Sousa a été fait docteur honoris causa de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le président de cet institut, Abou Karamoko. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabritouakeus, et de Claude Paulin-Dano, ministre des Sports. Le doctorat honoris causa est une distinction offerte par une université à une personnalité ayant posé sa marque dans un domaine particulier. La première dame de Côte d'Ivoire a procédé hier vendredi à la remise officielle de 600 000 actes de naissance, des extraits de naissance d'élèves du cycle primaire, auparavant non inscrits à l'état civil. L'initiative, qui a vu la participation de plusieurs partenaires, va toucher 14 000 écoles publiques sur toute l'étendue du territoire national. Alexis Ouintraogo. En 2017, près de 40% de l'effectif total des enfants du primaire en Côte d'Ivoire n'étaient pas enregistrés à l'état civil. Une situation préoccupante qui a interpellé le gouvernement et donné naissance à une initiative conjointe gouvernement-UNICEF. Ce vendredi à Niamey, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé, sous le regard du garde des Sceaux, à la remise officielle de 600 000 extraits de naissance de ses élèves, à la grande joie des parents et des tout-petits. Pour le représentant résident de l'UNICEF, Aboubacar Campo, il faut renforcer les actions sur le terrain pour protéger les enfants sans extrait de naissance. UNICEF propose d'agir sur deux volets. Le premier volet, c'est la mise en place des mécanismes opérationnels dans tous les centres de santé et dans les communes qui vont permettre de capter les naissances de chaque enfant né dans l'hôpital ou dans une commune ou maternité publique dès sa naissance. Le second volet est celui qui nous réunit ici ce matin, c'est-à-dire pouvoir, avec des mesures flexibles, régulariser la situation de tous les enfants non déclarés à l'état civil, ceux qui sont à l'école et ceux qui sont en dehors de l'école. À sa suite, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a rappelé le devoir premier de l'État, donner une identité légale à tous ses enfants. Un enfant orphelin peut trouver des parents adoptifs, mais un citoyen absent de l'état civil est un être qui n'a pas d'existence officielle. Aujourd'hui, ce sont 630 748 élèves qui sont déclarés à l'état civil, résorbant de moitié les 1 165 325 élèves sans acte de naissance que nos services ont identifiés selon les statistiques scolaires 2016-2017. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Kambilé, a pour sa part lui interpellé les parents sur l'indispensable nécessité de déclarer toutes les naissances. Je voudrais lancer un appel aux parents d'élèves et à tous les parents en général pour qu'ensemble soit relevé le défi de la déclaration de tous les enfants à l'état civil, car un enfant non déclaré à l'état civil, un enfant sans existence juridique et un enfant exposé à tous les abus, un enfant sans droit et à risque d'apatridie. Heureuse de présider cette cérémonie, la première dame Dominique Ouattara a fait des dons importants d'équipements et de vivres et non-vivres. Elle a surtout déploré la situation d'enfants dépourvus d'acte de naissance et ainsi exposés à la déscolarisation. Je me réjouis que cette opération spéciale de déclaration de naissance des élèves à l'état civil ait été un succès. Et nous espérons qu'une deuxième phase aura lieu très bientôt pour atteindre la totalité des enfants non déclarés. Il n'est pas possible de construire une nation forte sans accorder une attention toute particulière
à la vie de nos enfants. Ils sont l'avenir de notre pays et ce sont eux qui, demain, contribueront à son développement. Chaque enfant de Côte d'Ivoire a droit à une bonne éducation, à notre protection et à beaucoup d'amour. Je m'y engage en tant que mère, en tant que première dame de Côte d'Ivoire et en tant que présidente du Comité national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Et la sensibilisation, elle doit s'intensifier. À ce jour, 89% des enfants nés en ville sont enregistrés à la naissance, contre 60% pour ceux en milieu rural. Autre chose, à présent, la régulation du secteur de l'affichage publicitaire était au centre d'une rencontre tripartite. Elle a vu la participation du ministère de la Communication, des éditeurs et les entreprises exerçant dans le secteur. Objectif, rendre le secteur plus compétitif et réguler l'affichage interurbain. Les détails de la rencontre avec Éric Goré. L'État de Côte d'Ivoire veut définitivement mettre fin à l'anarchie qui règne dans le secteur des affichages publicitaires. Une rencontre se tient en ce moment à Abidjan pour réglementer le secteur. Les acteurs du système d'affichage publicitaire et les techniciens de l'administration ivoirienne traitant ces questions réfléchissent pour réorganiser les dispositifs d'affichage publicitaire. Ces travaux se tiennent en présence du ministre de la Communication et des Médias. L'État a pour obligation de gérer l'intérêt de la communauté et de mettre en place les règles de fonctionnement entre les différents acteurs. Donc j'aimerais inviter les uns les autres à concilier tous ces différents points d'équilibre pour que nous puissions définir un environnement, une réglementation qui puisse s'appliquer à tous. Les opérateurs économiques sont conscients des dérives. Ils s'engagent à accompagner le gouvernement dans la réussite de ce projet. Toutes les sociétés qui n'ont pas d'agrément d'affichage, on puisse démanteler ces entreprises-là. Qu'on ait un seul panneau par angle de carrefour et tous les panneaux qui obstruent les panneaux de signalisation, les feux tricolores, soient également auto-démantelés. Nous sommes favorables. Le non-respect de la distance réglementaire entre les panneaux routiers, l'implantation irrégulière de ces dispositifs à des carrefours ou dans des parcs et jardins sont des pratiques illégales strictement interdites par la loi. La table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du schéma directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan s'est déroulée jeudi dernier à la primature. C'est un montant global de 738 milliards de francs CFA qui a été mobilisé par les partenaires techniques et financiers. Des explications de Grace Kando. 738 milliards de francs CFA contre une attente d'environ 585 milliards de francs CFA ont été annoncés par les partenaires techniques et financiers, banques privées commerciales et internationales. Ces fonds permettront de financer la première phase du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan sur la période 2020-2034. Ce schéma couvre les 13 communes du district d'Abidjan et préconise le scénario d'aménagement des réseaux et des ouvrages d'assainissement à travers des stations de pompage, des stations d'épuration. Il s'agit de mettre en place un mécanisme de suivi des engagements et des flux financiers orientés vers l'assainissement et le drainage en cohérence avec le dispositif de notre programme de développement. Je suis heureux que la France ait choisi dès 2015, au travers du premier contrat de désendettement et de développement à l'époque, d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise à jour du schéma directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Ce document stratégique porte une vision programmatique des investissements à réaliser en plusieurs phases jusqu'en 2060. 355 milliards seront injectés pour les travaux des eaux usées et 229 milliards pour les eaux pluviales. En ce qui concerne les eaux pluviales, des canalisations, des dallots enterrés et des bassins d'écrêtement sont prévus dans les zones à forte pente et moins urbanisées. Ce schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan a été validé en Conseil des ministres en mai 2018. L'objectif général visé par la mise en œuvre de ce schéma directeur
est de réduire significativement la charge polluante des eaux usées et des eaux pluviales des milieux récepteurs et de disposer d'un outil de planification efficace conforme au Plan national de développement ainsi qu'à la lettre de politique sectorielle qui est le document d'orientation et de stratégie gouvernementale en matière d'assainissement et de drainage. Pour rappel, le premier plan directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan a été réalisé en 1973 et actualisé en 1981. Je vous invite à présent à aller dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire, conçue pour servir de passage aux piétons. Afin d'éviter la traversée de l'autoroute du Nord, le pont piéton de Yopougon est victime d'agressions de la part des usagers. Une partie du socle du pont connaît aujourd'hui un état de dégradation avancé, mais pas que. Le pont est également transformé en une véritable foire commerciale, une situation qui rend difficile la réhabilitation de l'ouvrage. C'est un constat de Lanciné Bakayoko. Des blocs de béton détachés en dessous de la structure du pont, parfois suspendus grâce à des fers. Conséquence de l'incivisme des conducteurs d'engins, principalement des camions remorques exagérément chargés. Pour les usagers, le pont piéton reliant les quartiers d'Andokwa et de Yopougonga n'est plus trop rassurant. Par moment, il y a des personnes même qui ont peur de passer parce que quand ils voient la manière dont le pont est dégradé, vraiment ça pose un problème. Souvent quand tu marches dessus, toi-même tu sens que non, c'est pas trop stable. Un autre signe de la dégradation de la passerelle, l'effritement de cette voie d'accès côté Gabriel Gare dû à l'érosion. Faute de conduits pour le drainage, les eaux de ruissellement ont emporté une bonne partie du bitume existant, laissant place à un long creux par lequel les piétons passent pour accéder au pont. Selon ce spécialiste en charge des routes ivoiriennes, même si le pont donne l'apparence d'un ouvrage vétuste, la structure bétonnée qui porte l'ouvrage n'est pas pour le moment en cause. L'ouvrage en lui-même a une solidité garantie. C'est vrai que dans le temps, nous avons vu encore des usagers percuter les poutres inférieures, mais l'ouvrage dans son ensemble est solide. Des travaux de réparation sont pourtant nécessaires. Seulement, voilà. Ce que nous constatons, c'est que les riverains eux-mêmes font des occupations autour de l'ouvrage et sur l'ouvrage, qui poussent à la dégradation de ces accès. Quand vous prenez les escaliers qui devaient être utilisés par les piétons, sont fermés du fait qu'ils débouchent soit sur une maison ou même sur un atelier de menuiserie, chose qui n'est pas normale. Donc aujourd'hui, nous programmons de faire des travaux de réhabilitation, des accès. Nous ne pouvons pas accéder. Donc on ne peut pas les faire sans avoir déguerpi tous ceux qui sont dans l'emprise. Les opérations de déguerpissement menées par les autorités pour libérer les trottoirs sont jusque-là restées sans grand succès. Passons à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal au Bénin. C'est un retour de violence qui inquiète dans le pays. Depuis 4 jours, le centre du pays est le centre d'affrontement, notamment à Tchaourou, la ville de l'ancien président Thomas Boni Yayi, dans laquelle l'armée aurait tiré à balles réelles selon des témoins. Les premiers chiffres communiqués vendredi par le conseiller à la sécurité du ministre de l'Intérieur à la télévision nationale béninoise font état d'une trentaine de blessés par balle. Mais en face, les manifestants et plusieurs sources communiquent d'autres chiffres. Vendredi soir, dans un communiqué, le parti FCBE de l'ancien président Thomas Boni Yayi demande au président Talon de cesser de tirer à balles réelles sur la population au menu. Une vingtaine de partis politiques et d'organisations de la société civile ont appelé vendredi à un rassemblement à Dakar. Nous sommes au Sénégal. Une manifestation en réaction à l'affaire Aliou Sall du nom du frère du président Macky Sall. D'après une enquête de la BBC, il aurait touché 250 000 $ de pots de vent dans le cadre de l'attribution de 2 concessions pétrolières au géant britannique BP. Les manifestations n'avaient pas été autorisées en raison de menaces de troubles à l'ordre public, d'après une source policière. Les participants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et selon le collectif Y en a marre, plusieurs personnes dont il est difficile de connaître le nombre exact ont été mis aux arrêts.
Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. À demain.